Recommandations. Donc, à toi la parole, Dr Benmelk. Bonsoir tout le monde, vous arrivez à voir ma présentation? On la voit, mais on t'entend très loin. Alors, et maintenant, vous m'entendez un peu mieux? Un peu mieux, mais bon. Excusez-moi, je prends juste... Maintenant, c'est un petit peu mieux? Je ne sais pas si... Non, c'est bon, on t'entend, mais bon. Je vais essayer de parler un peu fort. Bonsoir, chers maîtres, chers confrères. Je suis Dr Benmelk Karim, résidente au service de cardiologie de Casablanca. Je tiens tout d'abord à remercier le laboratoire Polymédic pour son soutien à notre formation médicale continue et à l'association de cardiologie Ibn Rushd de nous offrir cette opportunité. Aujourd'hui, je vais vous présenter un sujet qui est fondamental pour tout médecin, qu'il soit généraliste, cardiologue, néphrologue ou autre, qui est l'hypertension artérielle. C'est un sujet qui est quand même assez vaste et je vais tenter de l'aborder en insistant sur les principales nouveautés de ces dernières années. Donc pour cela, nous allons nous baser sur les dernières recommandations allant des recommandations françaises de 2016 à celles de l'ESC de 2018 et 2021 sur la prévention cardiovasculaire, celles de la Société européenne d'HTA publiée en 2020, en passant par les recommandations de la Société internationale d'hypertension artérielle publiée récemment en 2020. L'avantage, c'est que toutes ces recommandations disent à peu près la même chose. Nous allons surtout nous concentrer sur les recommandations de l'ESC 2018 et celles de l'ISH, International Society of Hypertension 2020, qui, comme vous pouvez le voir, sont presque similaires, à quelques nuances près, qu'on va voir ensemble au fil de ce topo. Donc, comme vous le savez tous, ce n'est pas un secret, donc l'HTA est un problème majeur de santé publique. C'est l'un des facteurs majeurs, facteurs de risque cardiovasculaire modifiable majeur, qui est responsable d'une morbimortalité cardiovasculaire importante. Sa prévalence ne cesse d'augmenter malgré les avancées diagnostiques et thérapeutiques. Et l'HTA représente la première cause de prescription médicamenteuse et une des premières causes de consultation. Donc, pour la définition, l'hypertension artérielle est définie de manière consensuelle par les sociétés européennes comme une élévation persistante de la pression artérielle mesurée au cabinet médical, avec une pression artérielle systolique supérieure ou égale à 140 mm de mercure et ou une pression artérielle diastolique supérieure ou égale à 90 mm de mercure. Les dernières recommandations de l'ESC 2018 ainsi que les recommandations internationales de 2020 insistent, donc nous verrons tout au long de ce topo, sur la nécessité de confirmer la mesure au cabinet par une mesure ambulatoire, soit par automesure tensionnelle ou par holter tensionnel des 24 heures, avant la deuxième consultation et avant de démarrer tout traitement. Les seuils ainsi retenus pour définir l'HTA, comme vous pouvez le voir sur le tableau, sont une pression artérielle supérieure ou égale à 130-80 mm de mercure à la MAPA ou supérieure ou égale à 135-85 mm de mercure à l'automesure tensionnelle. D'autres définitions sont celles de l'HTA blouse blanche, que nous verrons plus en détail, qui correspond à une pression artérielle élevée au contrôle et normale en dehors du cabinet médical. L'HTA masquée, quant à elle, représente la situation inverse, c'est-à-dire une pression artérielle normale au contrôle médical et élevée en dehors du cabinet, qui a un risque cardiovasculaire quand même idem que l'HTA permanente. Et enfin, la pression pulsée, qui correspond à la différence entre la pression artérielle systolique et diastolique, qui est également un facteur indépendant de risque cardiovasculaire. Donc, pour la classification, vous connaissez tous ce tableau, donc on va quand même faire un petit rappel. La pression artérielle optimale est inférieure, donc correspond à une pression artérielle systolique inférieure à 120 et une pression diastolique inférieure à 80. La pression artérielle normale haute correspond à une systolique entre 130 et 139 mm de mercure et ou une diastolique à 85-89 mm de mercure. L'HTA grade 1 correspond à une systolique de 140 à 159 mm de mercure et ou une diastolique de 90 à 99. L'HTA grade 2 entre 160 et 179
en systolique et ou une diastolique entre 100 et 109. Et enfin, l'HTA grade 3 correspond à l'HTA sévère, qui est donc une pression artérielle supérieure à égale à 180 mm de mercure en systolique et ou une diastolique supérieure ou égale à 110. On peut également avoir une pression artérielle systolique isolée lorsque seule la systolique est élevée. Donc, on va à présent aborder un point important qui est l'épidémiologie, qui est en fait ce qui a sous-tendu à l'élaboration de ces différentes recommandations, puisque l'HTA est la première maladie chronique dans le monde, avec une prévalence mondiale de 1,4 milliard en 2020. La répartition des patients hypertendus n'est pas égale en fonction des régions géographiques, puisque comme vous pouvez le voir, 72% de la population mondiale d'hypertendus concerne les pays en voie de développement, tout comme le Maroc. On note d'ailleurs une prévalence donc en augmentation du fait du vieillissement de la population, de l'obésité, de la sédentarité, avec des prévisions qui sont alarmantes pour l'année 2025 selon cette étude. Chez la femme, comparativement à chez l'homme, l'HTA est en général moins fréquente avant l'âge de 65 ans, mais plus fréquente après 65 ans, comme vous pouvez le voir. Donc, au Maroc, donc selon les chiffres de l'enquête nationale sur la population et la santé familiale publiée en 2018, la prévalence est à 6,8% versus 5,4% en 2011, donc une prévalence qui a augmenté de 1,4%, avec une fréquence plus élevée chez les femmes par rapport aux hommes, plus présente en milieu urbain qu'en milieu rural, et une augmentation qui est progressive avec l'âge, passant de 0,1%, comme vous pouvez le voir pour les 10 à 19 ans, à plus de un tiers de la population chez les 60 ans et plus, versus 28% en 2011. Donc, par ailleurs, comme vous le savez tous, l'HTA représente la première cause de mortalité mondiale avec plus de 10 millions de décès annuels, donc ce sont les chiffres de 2020. Cette augmentation de la morbimortalité cardiovasculaire est directement liée à l'élévation de la pression artérielle et l'HTA est responsable d'insuffisance cardiaque dont elle multiplie le risque par 5 selon l'étude de Framingham, de 25% des événements coronariens, des maladies rénales chroniques, des AVC dont elle multiplie le risque par 8. Comme le montre si bien l'étude Interstroke qui est publiée dans le Lancet en 2016 plutôt, qui montre que l'HTA est en tête des 10 facteurs de risque qui jouent un rôle majeur dans les AVC avec un odds ratio de 3 et une part attribuable du risque de l'ordre de 48%, ce qui est énorme. Donc, de manière schématique, le risque cardiovasculaire est influencé par la sévérité de l'HTA, les autres facteurs de risque, les atteintes des organes cibles et certaines maladies, notamment rénales ou cardiovasculaires. On a aussi d'autres facteurs qui peuvent influencer le risque cardiovasculaire, comme l'inactivité physique, le stress psychologique, les pathologies auto-immunes, la fibrillation atriale, le syndrome d'apnée du sommeil, etc. On va excusez-moi si vous pouvez couper les micros. S'il vous plaît, éteignez vos micros. Merci. Donc, on va à présent aborder brièvement la physiopathologie de l'hypertension artérielle afin de mieux comprendre les implications thérapeutiques. Donc, comme vous pouvez le voir sur ce schéma, la pathogénie donc cette pathologie est loin d'être élucidée et semble multifactorielle, elle dépend principalement de facteurs centraux, locaux, hormonaux, sans oublier une prédisposition génétique qui est associée bien sûr à un facteur environnemental. Donc, pour résumer la physiopathologie de l'HTA, cette équation que vous connaissez parfaitement bien est la clé. Donc, la pression artérielle correspond au produit du débit cardiaque par les résistances vasculaires systémiques. Le débit cardiaque est lui-même dépendant de la fréquence cardiaque qui dépend du système nerveux autonome, du volume d'éjection systolique qui dépend lui-même de la contractilité, précharge et post-charge selon la loi de Starling. Enfin, les résistances vasculaires systémiques dépendent du système nerveux autonome et de facteurs hormonaux que nous allons détailler par la suite. Donc, que nous allons détailler tout de suite. Donc, la contribution du système nerveux sympathique dans le développement, le maintien et la progression de l'hypertension artérielle n'est plus approuvée, puisque ce phénomène qui serait médié par les nerfs afférents et efférents du système sympathique rénal, cette hyperactivité sympathique joue un rôle important dans la pathogénie de l'HTA du sujet âgé, mais également chez l'obèse, le patient qui a une insulinorésistance ou un syndrome métabolique, ce qui suggère dans l'HTA essentiel une hypersensibilité génétique aux catécholamines.
Pour l'HTA secondaire, je ne vais pas trop détailler ce sujet parce que le rôle est évident, notamment en cas de phéochromocytome. Donc, quant au système rénine-angiotensine, il joue un rôle dans la régulation de la pression artérielle à long terme en maintenant la balance sodée et en contrôlant la volémie. Dans l'HTA essentiel, les taux élevés et inappropriés d'angiotensine tissulaire entraînent l'augmentation de la vasopressine et un défaut des systèmes vasodilatateurs, ce qui a pour conséquence, entre autres, une vasoconstriction, une rétention hydrosodée, comme vous pouvez le voir, je ne sais pas si vous voyez mon pointeur, et une hypervolémie. Un point important à signaler est que 70% des hypertensions sont à rénine normale ou haute et 30% sont à rénine basse, ce qui a aussi des implications thérapeutiques importantes qu'on verra lorsqu'on va aborder le traitement. Donc, enfin, dans l'HTA, il existe un défaut d'augmentation de l'excrétion sodée et hydrique en réponse à une augmentation de la charge sodée. Du coup, il y a une augmentation du sodium intracellulaire qui inhibe les échanges sodium-calcium, ce qui entraîne une accumulation du calcium intracellulaire et donc une augmentation du tonus des cellules musculaires lisses vasculaires. Ensuite, donc, survient une vasoconstriction artériolaire réflexe et une hyperréactivité vasculaire à cette angiotensine 2. Donc, après ce bref rappel épidémiologique et physiopathologique qui était quand même nécessaire pour la compréhension des mécanismes de l'HTA, on va à présent passer au vif du sujet en abordant la stratégie pratique devant tout patient hypertendu qui se résume en 5 volets que nous allons aborder un par un. Donc, le premier volet est la confirmation de l'HTA. Le deuxième est l'élimination de l'HTA secondaire. Puis on va passer à l'évaluation du risque global avant d'informer et d'éduquer notre patient pour bien le traiter et le surveiller. Donc, le premier volet, c'est la confirmation de l'HTA et donc le dépistage et le diagnostic. En général, les circonstances de découverte de l'HTA sont soit lors d'un examen systématique, puisque l'HTA non compliqué est, rappelons-le, parfaitement asymptomatique, ou si le patient consulte pour des manifestations neurosensorielles, des céphalées, des bourdonnements, des épistaxis, des vertiges, etc., ou bien à l'occasion d'une complication. Donc, les modalités de mesure de la pression artérielle au cabinet ont été parfaitement décrites dans les recommandations européennes et internationales et sont résumées dans le schéma suivant. Qu'on va essayer de voir ensemble. En principe, le sujet doit être assis confortablement dans un environnement tranquille pendant 5 minutes avant de commencer la mesure de la pression. Bien évidemment, pas de prise d'excitants, notamment pas de tabac, de café ou de sport avant l'examen. 3 mesures de la pression doivent être faites à 1-2 minutes d'intervalle et des mesures supplémentaires si on a des anomalies au niveau des 2 premières mesures avec des différences de plus de 10 mm de mercure. Et la pression artérielle moyenne, c'est très important, correspond à la moyenne des 2 dernières mesures. Donc, on ne se base pas sur une seule mesure. Les mesures supplémentaires peuvent devoir être faites chez des sujets qui ont des valeurs de pression artérielle instables du fait d'une arythmie, par exemple si le patient a une ACFA. Et il faut rappeler que les méthodes auscultatoires, les dispositifs automatiques ne sont pas validés chez ces patients. Donc, il faut absolument leur prendre la tension artérielle par les méthodes auscultatoires manuelles standards. Sinon, on utilise un brassard standard chez la plupart des sujets, mais il existe des brassards plus grands ou plus petits, comme vous pouvez le voir sur l'image. Le brassard doit être positionné au niveau du cœur, avec le dos et le bras appuyés afin d'éviter une contraction musculaire. Et la pression artérielle doit être mesurée aux 2 bras lors de la première consultation, afin de voir s'il y a une anisotension, donc une différence de pression artérielle. Et ensuite, on prend la pression au niveau du bras dans lequel la pression était la plus haute. Donc, ce sont des choses que vous savez tous en principe, mais il est important de les rappeler, surtout que toutes les recommandations insistent vraiment sur les modalités de mesure. Et la dernière des choses, c'est de mesurer la pression artérielle 1 minute et 3 minutes après le passage en position debout chez tous les sujets lors de la première consultation, surtout chez les sujets diabétiques ou les sujets âgés, afin bien sûr d'exclure une hypotension orthostatique. Donc, l'algorithme du dépistage et du diagnostic de l'HTA est le suivant. Si la pression artérielle est optimale, il faut revoir le patient après 5 ans. Si elle est normale, le revoir après 3 ans. En cas de pression artérielle normale haute, il faut le revoir après 1 an, après bien sûr avoir éliminé une HTA masquée. Et si on dépiste une HTA au cabinet, comme nous l'avons montré, les dernières recommandations insistent sur la confirmation du diagnostic par des mesures en dehors du cabinet. Qui sont pour l'HTA, je vais faire une petite analogie avec le diabète, mais en fait, les mesures en dehors du cabinet sont pour l'HTA ce que l'hémoglobine glyquée est pour le diabétique.
On ne peut pas en effet se contenter d'une simple glycémie capillaire au cabinet pour poser le diagnostic de diabète. Eh bien, il en est de même pour la mesure ambulatoire qui est recommandée en classe 1, puisqu'elle permet le diagnostic et le suivi d'une HTA blouse blanche, de démasquer une HTA masquée, de confirmer une HTA résistante et d'évaluer la réponse thérapeutique et donc d'améliorer l'observance. Les recommandations pour la réalisation de mesures de la pression artérielle donc par automesure ou MAPA sont présentées dans le tableau suivant. Je ne vais pas trop détailler, mais juste à titre informatif, pour l'automesure à la maison, la société française recommande 3 mesures le matin et 3 mesures le soir pendant 3 jours d'affilée, alors que la société européenne recommande 2 mesures le matin, 2 mesures le soir pendant 7 jours. Donc, on peut choisir l'un ou l'autre, selon la pratique de chacun. Il faut également souligner que la confirmation du diagnostic par automesure n'est pas nécessaire si l'HTA est d'emblée sévère, de grade 3, ou s'il y a une évidence de maladie cardiovasculaire. Dans ce cas, il faut traiter d'emblée. Donc, rapidement, les indications de l'automesure tensionnelle ou de la MAPA sont, si on a, comme on a dit tout à l'heure, une suspicion d'HTA blouse blanche ou d'HTA masquée, une identification d'une fausse HTA résistante, si on a une variabilité inhabituelle des mesures du PA, plutôt de pression artérielle au cabinet médical, donc si vraiment il y a une grande variabilité lors des visites, s'il y a des épisodes d'hypotension qui sont suspectés, notamment chez le sujet âgé ou diabétique, ou bien si on a une pression artérielle élevée chez la femme enceinte. Parfois, on préfère spécifiquement la MAPA à l'automesure si on a une discordance marquée entre la pression artérielle au cabinet et l'automesure. Si on veut évaluer la pression artérielle nocturne et voir son profil d'hyper, donc c'est-à-dire la variabilité nocturne, ou si on a une suspicion d'HTA nocturne, notamment chez les patients avec un syndrome d'apnée du sommeil, une maladie rénale chronique, un diabète, etc. Donc, nous avons déjà défini tout à l'heure l'HTA blouse blanche et l'HTA masquée, mais ces schémas montrent l'importance des mesures ambulatoires dans ces deux entités, puisqu'il y a un important impact thérapeutique, vu qu'on peut traiter à tort une HTA blouse blanche ou méconnaître une HTA masquée, qui représente chacune quand même 15% des HTA en consultation. Donc, cette belle étude française publiée dans The Journal of Hypertension illustre parfaitement le phénomène d'HTA blouse blanche. Donc, elle compare les médecins aux infirmières pour la mesure de la pression artérielle. Donc, en fait, le patient se présente et on randomise en fonction de si c'est le médecin ou l'infirmière qui prend la tension. Et on prend comme référence 140 mm de mercure, qui est, comme vous pouvez le voir, en pointillé, qui est la mesure de l'infirmière. Et on note que l'effet du médecin peut faire monter la pression artérielle jusqu'à 25 mm de mercure comparé à celui de l'infirmière. Cette étude a changé la pratique dans ce centre parisien puisque depuis sa publication, la prise de pression artérielle en consultation a été confiée aux infirmières plutôt qu'aux médecins, donc pour éviter l'HTA blouse blanche. Donc, ça, c'est un exemple d'une patiente que j'ai vue en consultation. C'était une patiente de 41 ans qui n'est pas connue hypertendue, qui a quand même un antécédent, donc une hérédité d'hypertension, qui est avec son père qui est hypertendu, qui se présente pour des céphalées pulsatiles. Donc, on a procédé à la mesure de la pression artérielle selon les recommandations. Et la pression artérielle moyenne sur les 2 dernières mesures était élevée à 178, 100 mm de mercure, ce qui classe l'HTA en grade 2. Donc, j'avais mis un petit post-it pour appeler cette patiente pour rendez-vous de ma part. Donc, je tenais à l'appeler pour ça. Et voilà les résultats de la MAPA. Donc, comme vous pouvez le voir, on voit clairement, je suis désolée, l'image est floue, c'est une ancienne image, on voit clairement que la pression artérielle est élevée uniquement les 5 premières minutes après mise en place du brassard par le médecin pour se normaliser ensuite. Donc après, on est à 12, 13 de pression artérielle systolique. On retient donc le diagnostic d'HTA blouse blanche grâce à la MAPA qui nous a évité de traiter à tort cette jeune patiente en consultation. Donc, au cours de la deuxième consultation, la première des choses, c'est de confirmer les mesures ambulatoires de la pression artérielle. Donc, on confirmera oui ou non l'HTA. Et si l'HTA est confirmée, on va organiser une consultation d'annonce pour informer le patient sur les risques, expliquer les bénéfices du traitement, fixer les objectifs, établir un plan de soins, échanger sur les raisons de suivre ce traitement. Et on peut d'emblée initier les mesures hygiéno-diététiques.
Mais surtout, au cours de cette deuxième consultation, il faudra éliminer une cause d'HTA secondaire qui va conditionner la prise en charge ultérieure. Et donc, on arrive à notre deuxième volet qui est la recherche d'hypertension artérielle secondaire. Donc, on va chercher par l'interrogatoire la notion de prise de toxiques, notamment des drogues, de l'alcool, de la glycyrrhizine, qui est la réglisse, des médicaments, notamment les œstroprogestatifs, les AINS, la corticothérapie, l'érythropoïétine. On va chercher des antécédents personnels et familiaux de maladies rénales, cardiovasculaires, syndrome d'apnée du sommeil. On va chercher donc à l'interrogatoire déjà s'il n'y a pas des signes en faveur, notamment une triade de Ménard avec des céphalées, sueurs, palpitations qui est en faveur de phéochromocytome, des épisodes de faiblesse musculaire ou de tétanie qui sont en rapport avec une hypokaliémie qui peut être secondaire à un hyperaldostéronisme primaire. Et à l'examen physique, on va rechercher donc une HTA sévère d'emblée et des signes cliniques en faveur d'HTA secondaire en faisant une inspection, donc comme vous pouvez le voir sur les recommandations de l'ESC, une inspection de la peau à la recherche de taches café au lait de la neurofibromatose qui sont en faveur de phéochromocytome, une palpation des reins à la recherche de néphromégalie, donc une polykystose rénale, une auscultation du cœur et des artères à la recherche d'un souffle, une sténose des artères rénales ou une coarctation de l'aorte, une comparaison des pouls, des signes cliniques de syndrome de Cushing avec un faciès cushinoïde, d'acromégalie, de pathologie thyroïdienne. Bref, ce n'est pas le sujet, on va surtout se concentrer sur l'HTA essentiel, mais je tenais vraiment à insister sur la recherche, sur l'élimination des causes d'HTA secondaire avant de passer à la suite. Donc, toujours pour l'HTA secondaire, la biologie, on ne va pas trop s'attarder dessus, mais on cherchera principalement une polyglobulie, une insuffisance rénale, qui peut être en rapport avec l'HTA rénovasculaire et surtout une hypokaliémie qui peut être en rapport avec un hyperminéralocorticisme, donc qu'on ne va pas détailler. Donc, une fois que le diagnostic est confirmé, on revient à l'un des principes de William Osler qui nous dit qu'un bon médecin ne doit pas traiter la maladie, en l'occurrence ici les chiffres tensionnels, mais un bon cardiologue ou généraliste ou néphrologue doit traiter le patient hypertendu dans sa globalité. Pour cela, nous devons évaluer le risque global du patient hypertendu en s'aidant des chiffres tensionnels obtenus, de la classification de l'HTA basée sur ces chiffres et aussi de rechercher les facteurs de risque associés et apprécier le retentissement sur les organes cibles. La première étape repose sur la recherche d'autres facteurs de risque que vous connaissez tous très bien, notamment le diabète, la dyslipidémie, le tabagisme, l'hérédité, etc. Et comme le préconisent les dernières recommandations de l'ESC, que ce soit celles de 2018 ou celles de 2021, une fois les autres facteurs de risque dépistés, il faut évaluer le risque par l'outil SCORE2 ou SCORE-OP for Older People pour les sujets de plus de 65 ans que vous pouvez télécharger sur le site de l'ESC. Donc, je vous ai mis le lien ici. Donc, tout praticien devrait normalement avoir sur son smartphone. Ainsi, pardon les micros. Donc ainsi, au terme de cette évaluation initiale, nous allons définir 4 catégories de risques de patients que vous connaissez déjà, mais qu'on va rappeler brièvement. Les patients à très haut risque cardiovasculaire, donc en rouge, du fait d'une maladie cardiovasculaire établie, d'une néphropathie sévère, d'un diabète avec atteinte d'organes ou d'un score de plus de 10%. Les patients à haut risque, en orange, qui ont un facteur de risque isolé à un niveau très haut, un diabète de plus de 10 ans sans atteinte d'organes, une dyslipidémie familiale, une néphropathie modérée ou un score entre 5 et 10%. Le risque modéré en jaune foncé, qui correspond à une HTA grade 2, un diabétique jeune avec une durée de moins de 10 ans, un score de 1 à 5%. Et enfin, le faible risque en jaune clair, qui correspond à un score inférieur à 1%. Donc, ainsi, en allant étape par étape, le médecin pourra stratifier le risque du patient hypertendu et proposer une prise en charge adaptée et personnalisée. Donc, comme on l'a dit, le risque cardiovasculaire est influencé par la sévérité de l'HTA, les autres facteurs de risque, les atteintes des organes cibles et certaines maladies, ce qui nous permet de classifier l'HTA en 3 stades. L'HTA non compliqué, le stade 1, la maladie asymptomatique, le stade 2, et la maladie établie, qui est le stade 3, avec des niveaux de risque variables.
Comme vous pouvez le noter sur le tableau, sur la diapositive, le stade 3 est d'emblée à très haut risque, quel que soit le grade de pression artérielle. Le stade 2 aussi entre risque modéré et très haut risque. Et le stade 1, risque bas et vacille entre le risque bas et le risque haut. Pardon, je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça. Bon. Donc, selon les recommandations 2020 de la Société internationale d'hypertension artérielle, le risque cardiovasculaire doit être évalué chez les hypertendus par des scores faciles à utiliser qui sont basés sur le niveau de pression artérielle et des facteurs de risque additionnels selon une version qui est simplifiée de l'approche qui est proposée par l'ES. Donc, une fois le risque du patient stratifié, il convient d'évaluer le retentissement de l'hypertension artérielle et de rechercher une atteinte des organes cibles qui se définit, comme vous pouvez le voir, par une atteinte infraclinique ou paraclinique secondaire à l'HTA. Ainsi, selon les recommandations européennes, il faudra réaliser un examen neurologique et statut cognitif, un fond d'œil à la recherche de rétinopathie hypertensive, une palpation et auscultation du cœur, carotide et artères périphériques, et une comparaison, bien sûr, de la pression aux deux bras. Le praticien va ensuite réaliser un bilan de routine qui est systématique pour tout patient hypertendu nouvellement diagnostiqué, qui comprend l'hémoglobine et l'hématocrite, la glycémie à jeun et l'hémoglobine glyquée, le bilan rénal, le bilan lipidique, le bilan hépatique et une analyse urinaire avec une bandelette urinaire à la recherche d'hématurie ou de protéinurie, une protéinurie de 24 heures, une microalbuminurie qui est systématique et un rapport albumine sur créatine sur échantillon urinaire unique. Et bien entendu, l'ECG, 12 dérivations. On procédera ensuite à une recherche plus détaillée d'une atteinte d'organes cibles en fonction du contexte. On pourra réaliser une écho-cœur pour évaluer la structure et la fonction cardiaque, un Doppler carotidien pour détecter la présence de plaques ou de sténose carotidienne, une écho-Doppler abdominale pour donc évaluer la taille et la structure des reins, exclure une obstruction des voies urinaires, évaluer l'aorte abdominale, examiner les glandes surrénales, et enfin, une échodoppler des artères rénales pour dépister la présence d'une maladie rénovasculaire, en particulier si on a une asymétrie de la taille des reins. Donc d'autres examens comme la vitesse de l'onde de Poux, qui est un index de rigidité artérielle, l'index bras-cheville pour dépister une aomie, ou une imagerie cérébrale à la recherche d'atteintes cérébrovasculaires sont en fonction du contexte. Donc, voici les recommandations ESC sur l'évaluation de l'atteinte d'organes cibles avec ECG, bilan rénal, albuminurie et ETTC anomalie à l'ECG en classe 1B et le reste du bilan en fonction du contexte clinique, évidemment. Donc, au terme du bilan, donc, le clinicien pourra dépister une atteinte d'organes cibles que nous allons voir ensemble. Donc, la première atteinte à rechercher est l'atteinte cardiaque, car l'hypertension artérielle est un facteur de risque majeur d'athérosclérose et donc de cardiopathie ischémique. Elle est responsable d'une augmentation de la post-charge qui conduit à une hypertrophie ventriculaire gauche selon la loi de Laplace, qui induit une gêne au remplissage et donc une dysfonction diastolique dans un premier temps, qui peut évoluer vers une cardiopathie hypertensive dilatée congestive avec dysfonction systolique dans un second temps. Cet HVG, donc, que vous pouvez voir, que ce soit sur l'ECG avec un indice de Sokolov supérieur à 35 mm ou sur cette boucle d'écho-cœur d'une patiente qu'on a vue ensemble au service qui était connue hypertendue depuis 17 ans. Donc, il y a une HVG quand même sévère à 17 de septum et 16 de paroi postérieure. Donc, cet HVG augmente également une cardiomyopathie ischémique en augmentant la consommation d'oxygène. Donc, la découverte d'une anomalie cardiaque, que ce soit à l'examen clinique, à l'ECG, nécessite de demander un avis spécialisé auprès d'un cardiologue pour éventuelle échographie cardiaque, test d'ischémie, Holter-ECG, etc. Donc, il ne faut pas hésiter à adresser ces patients. Donc, l'atteinte vasculaire la deuxième atteinte, c'est l'atteinte vasculaire qui sera recherchée cliniquement par la palpation et l'auscultation des trajets artériels, l'index de pression systolique et la palpation abdominale, avec une échographie des troncs supra-aortiques et artériels des membres inférieurs si jamais on a une suspicion clinique d'artériopathie.
L'atteinte neurologique sera recherchée par un examen neurologique complet, une imagerie cérébrale au moindre doute. L'atteinte rénale, notamment la néphroangiosclérose, sera dépistée par le bilan rénal, voire une échodoppler rénale. Enfin, donc pour la rétinopathie hypertensive, elle sera recherchée principalement par un fond d'œil et classée selon la classification de Kirkendall en 3 stades. Le stade 1 correspond à un rétrécissement artériel sévère. Le stade 2 est représenté par des exsudats cotonneux et des hémorragies rétiniennes. Et le stade 3 par un œdème papillaire. Donc, la rétinopathie hypertensive stade 3, c'est-à-dire l'œdème, définit d'emblée une atteinte clinique associée. Et on pourra éventuellement compléter par une angiographie à la fluorescéine en fonction du fond d'œil. Enfin, donc, on arrive à l'étape finale de notre stratégie, qui est le traitement de l'hypertension artérielle, conditionné par tous les éléments vus précédemment. Nous allons aborder ce chapitre en nous posant 4 questions principales. Tout d'abord, pourquoi traiter ces patients? Ensuite, quels patients traiter et à quel seuil? Ensuite, quels sont les objectifs qu'on va se fixer pour les chiffres tensionnels? Et enfin, par quels moyens traiter ces patients? Donc, la première question que l'on se pose, c'est pourquoi faut-il traiter les patients hypertendus? Eh bien, comme vous pouvez le voir, l'HTA est un domaine où il y a énormément d'essais thérapeutiques qui sont listés ici. Le premier était en 1967 de la Veterans Administration jusqu'à l'essai Sprint en 2015. Et cette multitude d'essais thérapeutiques apporte toute l'évidence pour la nécessité de la prise en charge de ces patients. Et lorsqu'on fait une méta-analyse de l'ensemble des données de ces essais, comme la méta-analyse ETHAD, publiée dans le Lancet en 2016, qui montre qu'il y a une relation linéaire entre baisse de la pression artérielle et réduction des événements cardiovasculaires, et que pour une baisse de 10 mm de mercure de pression artérielle, on a une baisse de 20% des événements cardiovasculaires, de 13% de mortalité globale, de 17% de maladies coronaires, de 27% des AVC, de 28% des insuffisances cardiaques et de 5% des maladies rénales, des insuffisances rénales chroniques. Donc, la deuxième question qu'on s'est posée, ce sont les seuils d'initiation du traitement. Donc, les dernières recommandations préconisent de se baser sur le risque cardiovasculaire plutôt que les chiffres, comme on l'a vu, avec un changement des seuils d'initiation du traitement qui commence dès une pression artérielle normale haute à très haut risque cardiovasculaire. Et qui est donc recommandé en classe 1 pour une HTA grade 1 à faible risque si le patient reste hypertendu après une mesure d'observation. Donc ça, c'est vraiment un changement majeur comparativement aux recommandations de 2013. Donc, comme le montrent ces deux études, même chez les patients avec une pression artérielle normale haute, le risque cardiovasculaire est significativement plus élevé que chez ceux avec une pression artérielle optimale. Le risque zéro n'existe donc pas, d'où l'importance de la stratification du risque cardiovasculaire pour ces patients. Ainsi, les seuils de pression artérielle mesurés au cabinet médical pour le traitement selon l'âge et certaines situations sont détaillés sur ce tableau. Pour faire simple, il est recommandé que le premier objectif du traitement soit d'abaisser la pression au-dessous de 140-90 mm de mercure chez tous les sujets de moins de 80 ans, d'accord, et au-dessous de 160-90 mm de mercure chez les plus de 80 ans, sous réserve bien sûr de la tolérance du traitement. Donc c'est un point vraiment important des dernières recommandations qui divisent donc les objectifs selon les... Donc, le médecin doit déterminer une prise en charge différentielle selon le profil patient. Et dans tous les cas, Pardon, excusez-moi s'il vous plaît, le micro. Excusez-moi, est-ce que vous voyez des gribouillages sur ma présentation? Je ne sais pas. Oui, Rimona, on les voit, mais tu peux... c'est au niveau du partage. Arrête le partage et reprends le partage. D'accord. Je ne sais pas comment j'ai fait ça. Excusez-moi. Donc, arrêtez. En attendant, s'il vous plaît, n'oubliez pas d'éteindre vos micros, s'il vous plaît. Partager l'écran. Voilà, les gribouillages ont disparu. Mais vous voyez bien mon écran ou...
Oui, oui. Pardon. Désolée, partager l'écran. Voilà. C'est bon. Maintenant, c'est bon. Médicaments. Alors, donc, je disais que le médecin doit déterminer une prise en charge qui est différentielle selon le profil patient. Et dans tous les cas, on doit appliquer les règles hygiéno-diététiques. Pour les recommandations européennes, elles recommandent d'emblée un traitement médical pour les formes les plus sévères, grade 2 et 3, avec pour but de contrôler la pression dans les 3 mois. Pour les formes normales hautes à gauche, donc vous voyez sur l'algorithme qui sont à gauche, nous l'avons déjà dit, le traitement ne s'impose que si le risque est très haut, sinon on va uniquement faire des mesures hygiéno-diététiques. Et pour les formes intermédiaires grade 1 au milieu, on va démarrer un traitement si le patient est à haut risque ou à très haut risque. Sinon, on peut se permettre de temporiser, de donner 3 à 6 mois de mesures hygiéno-diététiques avant de démarrer le traitement. Donc ça, c'est vraiment capital. L'algorithme de l'ESC, donc qu'on vient de voir, est simplifié. Donc les recommandations en fait de l'ISH, elles ont un petit peu simplifié ceux de l'ESC. Et concrètement, ces recommandations disent règles hygiéno-diététiques pour tous, traitement médical d'emblée DHTA grade 2, et pour grade 1, traitement d'emblée si patient à haut risque ou atteinte d'organes cibles, et temporiser 3 à 6 mois si grade 1 est moins de 2 facteurs de risque. Donc, la troisième question qu'on se pose concerne les objectifs tensionnels recommandés. Et là encore, on compare l'ESC 2018 et l'ISH qui recommande, donc l'ESC recommande que le premier objectif du traitement soit d'abaisser la pression artérielle au-dessous de 140-90 chez tous les patients, avec comme cible optimale une pression artérielle systolique entre 120 et 129 chez les moins de 65 ans et 130-139 chez les sujets de plus de 65 ans. Quant à la pression artérielle diastolique cible, elle est toujours inférieure à 80 mm de mercure, indépendamment de l'âge et du niveau de risque. Les recommandations de l'ISH simplifiées encore une fois préconisent les mêmes cibles selon l'âge et visent au minimum une réduction de la pression artérielle à au moins 20-10 mm de mercure chez tous les patients, avec pour but un contrôle de la pression artérielle dans les 3 mois. Enfin, la dernière question qu'on s'est posée concerne les modalités du traitement. Et le premier volet de la prise en charge est fondamental et systématique. Je le dis et je le répète, chez tous les patients, c'est la modification du mode de vie. Et là encore, les recommandations européennes préconisent d'adopter un régime méditerranéen, que vous pouvez voir sur la pyramide à gauche, qui est pauvre en viande, pauvre en sucre, en matières grasses, riche en fruits, en légumes, en céréales. Donc, vous connaissez tout ça. Donc, voilà, il faut juste l'appliquer. Il préconise également une restriction sodée à moins de 5 grammes par jour, limiter la consommation d'alcool, éviter le surpoids, effectuer une activité aérobie qui est régulière, au moins de 30 minutes par jour, donc de marche par exemple, 5 à 7 jours par semaine, et bien sûr l'arrêt du tabagisme. En fait, l'avantage de ces règles hygiéno-diététiques qui sont souvent sous-estimées et peu appliquées en pratique est certain, parce qu'elles peuvent à elles seules, selon plusieurs études, prévenir et retarder le début de l'hypertension artérielle, comme par exemple en cas d'HTA grade 1, et diminuer le risque cardiovasculaire, ainsi qu'un besoin d'un traitement. Elles peuvent aussi augmenter l'effet du traitement, et donc elles sont synergiques, et peuvent être importantes, bien sûr, au-delà de la prévention de la pression artérielle, notamment pour la prévention des maladies cardiovasculaires et des cancers. Leur principal inconvénient, c'est la difficulté de leur maintien au cours du temps par les patients qui se lassent rapidement. Donc, une des nouveautés majeures des dernières recommandations européennes concerne le traitement pharmacologique. Et là encore, on a une initiation d'emblée d'une bithérapie, préférentiellement en monoprise. Donc, en un seul, c'est la stratégie du one pill en monoprise chez la majorité des patients. Et la monothérapie initiale reste réservée uniquement dans quelques cas, comme les pressions artérielles normales hautes et les sujets âgés qui sont très fragiles, comme vous pouvez le voir. Et vous voyez la différence avec les anciennes recommandations de 2013 qui préconisaient une approche pas à pas, c'est-à-dire monothérapie, addition séquentielle d'autres médicaments, ce qui était responsable d'un taux important d'inertie thérapeutique et de mauvaise observance. Et donc, cette nouvelle approche est révolutionnaire dans le sens où elle permet d'atteindre plus rapidement les cibles de pression artérielle et d'améliorer l'observance thérapeutique. Plusieurs études existent sur la supériorité de la bithérapie versus la monothérapie et
ces études, donc ce changement majeur dans les recommandations est appuyé par ces études. Donc, qui ont montré une plus grande réduction de la pression artérielle qu'avec une monothérapie, une moindre hétérogénéité de la réponse de la pression artérielle, une plus forte pente de la relation dose-réponse de la pression, pas ou peu d'augmentation des épisodes d'hypotension, un contrôle de la pression artérielle à 1 an qui est plus fréquent, et enfin, c'est une des choses les plus importantes, c'est la réduction du risque cardiovasculaire et des événements cardiovasculaires. Donc, ces études ont également prouvé l'intérêt des 5 classes thérapeutiques de première intention, qui n'ont pas changé par contre, qui sont les IEC, les ARA2, les bêta-bloquants, les antagonistes calciques, les diurétiques thiazidiques. Et c'est basé sur la capacité prouvée à réduire la pression artérielle, les événements cardiovasculaires et la mortalité cardiovasculaire globale. Donc, pour la bithérapie, il existe des associations synergiques qui sont à privilégier par rapport à d'autres, notamment un bloqueur du système rénine-angiotensin-aldostérone, soit un IEC, soit un ARA2, avec un inhibiteur calcique ou un diurétique. On peut également associer un inhibiteur calcique avec un diurétique, ou bien un bêta-bloquant et un diurétique ou un autre médicament des classes majeures qui est une alternative lorsqu'il y a une indication spécifique pour un bêta-bloquant, par exemple en cas d'infarctus du myocarde, d'insuffisance cardiaque, de FA, de femmes enceintes qui envisagent une grossesse, etc. Et bien sûr, l'association des ARA2 avec les IEC, qui sont les 2 inhibiteurs du système rénine-angiotensin, n'est pas recommandée. Donc, comme vous pouvez le voir, les recommandations préconisent ces associations médicamenteuses ont été le fruit d'une multitude d'essais qui sont des études contrôlées versus placebo, comme vous pouvez le constater. Donc, concernant les bloqueurs du système rénine-angiotensin, on va un petit peu débattre sur ça. Les experts se sont battus depuis des années pour savoir si les IEC étaient supérieurs aux ARA2, donc c'est le débat éternel. Et là, on a l'étude OnTarget qui a maintenant plus de 10 ans, qui répond concrètement à cette question existentielle. Elle dit simplement que c'est exactement pareil en termes de pronostic cardiovasculaire chez les patients hypertendus. Et dans cette étude, il y a un troisième bras avec association des deux qui n'a pas fait mieux en termes de pronostic cardiovasculaire. Par contre, ça a fait moins bien en termes de tolérance avec plus d'insuffisance rénale. Donc, ça prouve encore une fois qu'il ne faut jamais associer les IEC et les ARA2. Donc, après l'étude OnTarget, les experts ne se sont pas arrêtés là et ils ont fait des méta-analyses qui montrent que les 2 molécules ne sont pas exactement pareilles. Une de ces méta-analyses est celle-ci, qui inclut des patients hors insuffisance cardiaque, donc c'est très important, et des patients hors insuffisance cardiaque, qui montrent que pour les infarctus du myocarde, les IEC sont plus efficaces que les ARA2, comme vous pouvez le voir donc, ici. Et donc, finalement, sur les décès cardiovasculaires toutes causes, il y a une palme des IEC par rapport aux ARA2, par rapport à cette méta-analyse. Ce débat n'est toujours malheureusement pas clairement élucidé avec des résultats qui sont contradictoires des différentes études, comme cette étude de cohorte récente, donc publiée par la American Heart Association de 2020, qui montre une efficacité similaire des 2 classes thérapeutiques sur les critères primaires, mais une supériorité des ARA2 par rapport aux IEC en termes de tolérance. Donc, pour conclure et pour un petit peu résumer tout ça, aujourd'hui, si on doit choisir entre les IEC et les ARA2, les 2 molécules sont de bons choix dans l'HTA. Les ARA2 sont en général mieux tolérés que les IEC dans tous les essais, puisque en général, les IEC entraînent une toux 1 fois sur 10, mais en termes d'efficacité cardiovasculaire, les IEC semblent très légèrement supérieurs aux ARA2 selon les données de la première méta-analyse. Concernant la stratégie thérapeutique de l'HTA non compliquée adoptée par l'ESC, on met initialement un IEC ou un ARA2 plus un antagoniste calcique ou un diurétique en bithérapie d'emblée, encore une fois, en monoprise, sauf en cas d'HTA grade 1 à risque cardiovasculaire bas ou un sujet de plus de 80 ans, où on peut commencer par la monothérapie. Je sais que je l'ai déjà dit, mais je le redis en fait, je redis les informations pour bien fixer les informations. Et si l'HTA n'est pas contrôlé à la prochaine consultation, on passe à la trithérapie, toujours en monoprise, j'insiste encore une fois sur ça. Et enfin, si l'HTA résistante, on passe à la spironolactone.
Les bêta-bloquants sur cet algorithme sont en 4e ou 5e intention, les alpha-bloquants et les centraux en 6e, 7e intention. Et donc, comme toute maladie, quand on veut mettre un traitement de 6e ou 7e intention, on demande d'abord à un expert son avis. Et là, je vous donne 2 règles d'or, ou en tout cas ce que les experts font de manière relativement homogène. On n'utilise jamais plus de 2 comprimés pour le traitement de l'HTA et on n'utilise quasiment jamais d'antihypertenseurs centraux et les inhibiteurs calciques à demi-vie courte dont on peut se passer dans la majorité des cas, sauf cas particuliers. Alors pourquoi on ne se sert pas des alpha-bloquants par exemple? Tout simplement parce qu'il y a des études qui démontrent qu'ils sont moins efficaces que d'autres médicaments, comme par exemple l'essai All Hearts, qui montre leur infériorité par rapport au thiazidique-like avec plus d'effets secondaires. Idem pour les antihypertenseurs d'action centrale, là c'est carrément l'assurance maladie en France qui dit qu'au-dessus de 80 ans c'est interdit et entre 65 et 80 ans c'est en dernier recours. Et pour les 2 classes, on n'a pas de preuve sur la protection cardiovasculaire. Et là encore, je vais faire une petite analogie avec le diabète. On préfère chez le patient diabétique un traitement qui va et baisser l'hémoglobine glyquée et protéger de l'insuffisance cardiaque comme les ISGLT2 plutôt qu'un traitement qui va uniquement baisser l'hémoglobine glyquée. Dans les alpha-bloquants et les centraux, c'est pareil. On va baisser la pression artérielle sans protection cardiovasculaire et ce n'est pas vraiment le but du cardiologue. Voilà. Là, on a quelques petites nuances des recommandations de l'ISH 2020 qui disent à peu près la même chose que l'ESC, mais sont innovantes en certains points. Le premier, c'est qu'elle propose de donner en première intention un antagoniste calcique associé à un inhibiteur du système rénine-angiotensine, alors que les recommandations de 2018 étaient indifférentes, que ce soit inhibiteur calcique ou diurétique. Pourquoi ce choix? La réponse est simple. Une étude a convaincu la communauté internationale, c'est l'étude Accomplish, qui compare les IEC avec amlodipine ou hydrochlorothiazide, et on a observé une baisse de pression artérielle similaire dans les 2 groupes, avec moins d'événements cardiovasculaires dans le groupe de patients avec inhibiteur calcique. Et c'est la raison pour laquelle les experts internationaux nous recommandent d'initier le traitement par bloqueur du système rénine-angiotensine et antagoniste calcique. Mais ce n'est pas pour autant, j'insiste sur ça, qu'on doit arrêter de prescrire des diurétiques thiazidiques, comme le montre l'étude IVET, qui montre que chez les patients très âgés, lorsqu'on donnait un traitement à base de diurétiques thiazidiques-like associé à un IEC, les patients qui avaient un dapamide plus ou moins IEC avaient moins de décès, toute cause, que les patients du groupe placebo. Donc, l'association diurétique inhibiteur du système rénine-angiotensine garde son intérêt dans la prise en charge de l'HTA, en particulier chez les sujets âgés qui ont un profil à rénine basse. Vous vous souvenez, au début du topo, je vous ai parlé de 30% des patients qui ont un profil à rénine basse, où les diurétiques sont particulièrement efficaces. Donc, le dernier point innovant de ces recommandations 2020, c'est qu'en 3e intention, lorsque le patient n'est toujours pas contrôlé sous bithérapie dose pleine, on passe à la trithérapie, toujours idéalement en un seul comprimé. D'accord? Donc, c'est aussi un point important de ces recommandations. Cette trithérapie contient un bloqueur du système rénine-angiotensine, un antagoniste calcique et un diurétique. Mais regardez bien, les diurétiques privilégiés ne sont pas les thiazidiques, mais plutôt les équivalents thiazidiques qui comprennent l'indapamide et la chlorthalidone qui n'est pas disponible au Maroc. Donc, on va parler d'indapamide. Et cette différence entre les thiazidiques et les thiazidiques-like a été prouvée dans cette étude récente qui compare les différents diurétiques dans l'HTA, qui montre que l'hydrochlorothiazide n'a pas d'efficacité sur les 24 heures, vu sa demi-vie plus courte que l'indapamide. Et la deuxième raison, c'est l'efficacité. Comme vous pouvez le voir sur le tableau, lorsqu'on donne l'hydrochlorothiazide versus placebo, on gagne 10 mm de mercure, versus hydrochlorothiazide. Toutefois, il faut être prudent avec l'indapamide qui donne quand même plus d'hypokaliémie que les thiazidiques. Donc, toutefois, comme nous n'avons pas cessé de le répéter, le traitement antihypertenseur doit être individualisé et personnalisé en fonction du profil. Il existe donc des situations cliniques spécifiques où il faut préférer certains traitements plutôt que d'autres. Par exemple, chez les coronariens, on va privilégier en première ligne une association bêta-bloquant ou inhibiteur calcique plus un bloqueur du système rénine-angiotensine. En cas de néphropathie chronique, on va privilégier un bloqueur du SRA plus inhibiteur calcique ou diurétique de Lens, si le DFG est inférieur à 15.
En cas d'insuffisance cardiaque à effet réduite, on va privilégier un bloqueur du SRA avec un bêta-bloquant, un diurétique, plus ou moins de la spironolactone. En cas de FA, toujours un inhibiteur du SRA. Donc, comme vous voyez, vraiment, les inhibiteurs du système rénine-angiotensine ont un rôle clé dans le HTA, quel que soit le type, et associé à un bêta-bloquant et ou un inhibiteur calcique non dihydropyridine. On a d'autres cas particuliers comme le diabète, donc, qui est équivalent à l'insuffisance rénale, donc un bloqueur du SRA plus un inhibiteur calcique ou diurétique. En cas d'AVC, un bloqueur du SRA plus inhibiteur calcique ou diurétique. En cas de BPCO, on va donc éviter les bêta-bloquants et donner un bloqueur du système rénine-angiotensine, un inhibiteur calcique, etc. Donc, le troisième volet, donc, je ne vais pas m'attarder dessus, c'est le traitement des comorbidités, notamment le diabète, la dyslipidémie. Donc, un point important, c'est que l'aspirine doit être envisagée en cas de maladie cardiovasculaire, donc de prévention secondaire, et n'est pas recommandée pour la prévention primaire. Il me reste 3 diapos. Donc, pour les formes cliniques, l'HTA résistante, donc c'est vraiment une entité particulière qu'on doit connaître, qui se définit par une pression artérielle au cabinet qui est supérieure à 140-90 mm de mercure, avec au moins 3 médicaments à des doses optimales, j'insiste dessus, et qui inclut un diurétique. Le premier réflexe donc, pour le médecin généraliste est d'abord d'exclure une cause de pseudo-résistance, notamment une mauvaise technique de mesure de la pression, un effet blouse blanche, une non-adhésion, et donc les augmentations de pression artérielle liées à des médicaments ou des substances, donc, comme on l'avait vu initialement. Le médecin essaiera ensuite d'optimiser le traitement, incluant des modifications du mode de vie et un traitement basé sur les diurétiques avec dose maximale tolérée de diurétiques et thiazidique-like plutôt qu'hydrochlorothiazide. Donc, une fois que l'HTA résistante est confirmée, elle doit être prise en charge, c'est un point très important des recommandations également, dans un centre expert. Et donc, la recherche d'HTA secondaire sera envisagée. Et si elle est négative, on peut ajouter une faible dose de spironolactone comme 4e agent thérapeutique si la kaliémie est inférieure à 4,5 et le DFG supérieur à 45 ml minute afin d'atteindre la pression cible. Et si la spironolactone est contre-indiquée ou non tolérée, il y a d'autres médicaments de 7e ligne, notamment l'amyloride, la doxazosine, l'éplérénone, la clonidine et les bêta-bloquants. Et concernant la dénervation rénale, donc comme vous pouvez le voir, nous l'avons barré, car les dernières recommandations européennes ont banni le traitement basé sur un dispositif tel que la dénervation rénale ou la stimulation des barorécepteurs carotidiens, vu le faible niveau de preuve concernant l'efficacité et surtout la sécurité. Donc, la deuxième entité, c'est l'HTA du sujet jeune dont nous avons parlé brièvement au début. On fait un petit déjeuner ou on a fait quoi coucher inclus? Excusez-moi, s'il vous plaît, le micro. Et on va tenter de ne pas nous étaler dessus, mais les messages clés des recommandations est d'envisager le dépistage d'une HTA secondaire en cas d'HTA de début précoce, en particulier s'il n'y a pas de facteur de risque d'HTA résistante, de détérioration brutale du contrôle de la pression artérielle, d'urgence hypertensive, de probabilité forte d'HTA secondaire selon les données cliniques. Et un autre point important est d'envisager d'adresser toute suspicion d'HTA secondaire après bilan de routine pour des investigations supplémentaires dans un centre expert, ce que j'ai répété plusieurs fois mais qui est essentiel à souligner. Enfin, nous allons aborder très brièvement les nouveautés dans l'HTA chez la femme enceinte, qui représente 5 à 10% des grossesses et qui inclut l'HTA préexistante, l'HTA gravidique, la prééclampsie et l'éclampsie. Donc, il n'y a pas vraiment de changement concernant le diagnostic. Les recommandations insistent sur l'utilisation d'un dispositif validé pour la grossesse et la prééclampsie, que ce soit au cabinet ou en ambulatoire, avec un bilan paraclinique standard. Et concernant la prise en charge de l'hypertension pendant la grossesse, il n'y a pas de gros changements. C'est toujours le labétalol, la méthyldopa, la néfidipine et la nicardipine qui sont recommandés en première intention. Par contre, une des nouveautés majeures de ces recommandations est celle de la prévention de la prééclampsie, qu'on prévenait en fait que de façon secondaire chez les femmes qui avaient déjà fait une prééclampsie, mais dont l'indication a été élargie
Et donc là, il est recommandé de donner de l'aspirine en prévention primaire à partir du 3e mois aux femmes qui sont diabétiques, insuffisantes rénales, hypertendues, qui ont plus de 40 ans ou qui n'ont pas eu de grossesse depuis plus de 10 ans, qui ont une forte surcharge pondérale, une histoire familiale de prééclampsie, etc. Donc vraiment, ça c'est une nouveauté, c'est l'aspirine en prévention primaire. Et encore un dernier point important dans ces recommandations qui concerne les patients de race noire, chez qui il est recommandé de donner un ARA2 plutôt qu'un IEC, car ces patients ont plus de risques de faire un œdème angio-neurotique sous IEC. Et de plus, chez ces patients qui ont généralement un profil arénine basse, nous en avons déjà parlé, les diurétiques ont toute leur place en association, que ce soit aux IEC ou aux antagonistes calcistes en deuxième intention. Enfin, donc, concernant le suivi du patient hypertendu, il est recommandé qu'après le début du traitement, il faut examiner le patient après 1 mois. Donc, ce n'est pas vraiment apparu dans mes diapos, mais il faut voir le patient de façon mensuelle pour évaluer les effets de la pression artérielle et les éventuels effets secondaires, jusqu'à ce que la pression artérielle soit maîtrisée. Une fois que la cible est atteinte, le rythme des consultations sera variable entre 3 et 12 mois en fonction du profil patient et des comorbidités et aussi du besoin de monitorer la fonction rénale. Donc, il est conseillé d'évaluer les facteurs de risque et les atteintes d'organes cibles au moins tous les 12 ans. Et en cas d'HTA non contrôlé à 6 mois, nous avons déjà évoqué la stratégie à adopter, notamment l'optimisation du traitement, le dépistage d'une mauvaise observance. Il faut mettre en place des stratégies adaptées à chacun qui permettent d'améliorer l'observance, et ça, c'est très important. Donc, si vous avez des patients qui ne sont pas contrôlés, avant de conclure à une HTA résistante, il faut déjà essayer de faire des choses simples, comme la simplification du schéma thérapeutique, arrêter des traitements mal tolérés, utiliser des piluliers, favoriser l'usage de l'automesure tensionnelle, et il est fondamental de reprendre l'éducation thérapeutique à chaque consultation et ne pas hésiter à demander l'avis d'un spécialiste. Enfin, en cas d'HTA, si l'HTA est contrôlée, il faut prévoir une visite tous les 3 à 6 mois qui va évaluer le niveau tensionnel, et idéalement, encore une fois, par automesure, les symptômes, rechercher une complication, qui va rappeler les buts du traitement, fixer les objectifs personnalisés et atteignables à moyen terme, encourager le suivi, assurer le dépistage et le suivi des comorbidités, notamment chez les diabétiques et les insuffisants rénaux, et comportant un contrôle biologique tous les 1 à 2 ans et un ECG tous les 3 à 5 ans, en particulier si on a des comorbidités. Voilà. Et je tiens à insister encore une fois sur un des objectifs du suivi qui est l'adhérence thérapeutique, qui représente un véritable challenge dans notre pratique. Et pour améliorer l'adhérence, voici quelques conseils d'experts qui sont très facilement applicables en pratique. D'abord, il faut gagner du temps sur la mesure de la pression artérielle en demandant systématiquement une mesure ambulatoire, sans trop se poser la question s'il s'agit véritablement d'une HTA ou pas. Et le temps qu'on a gagné, on s'en sert pour expliquer aux patients pourquoi il faut prendre le traitement alors qu'il est asymptomatique et ses effets secondaires. De plus, le fait que le patient prenne lui-même sa pression artérielle à la maison, et ça c'est très important, va lui permettre lui-même de voir l'effet des médicaments sur les chiffres tensionnels, ce qui va le renforcer dans son observance, vu qu'il va devenir convaincu de l'intérêt du traitement. Donc le fait qu'il voit ses chiffres tensionnels baisser, il va se dire « Ah ben tiens, finalement, le traitement, le médecin, il ne dit pas n'importe quoi, le traitement est vraiment efficace. » Ensuite, je le dis et je le redis, pas plus de 2 pilules en une prise, et c'est le patient lui-même qui choisit le moment de la prise. Il ne faut pas lui imposer le moment de la prise. Il pourra éventuellement lier ça à une habitude quotidienne pour éviter l'oubli. Par exemple, il y en a qui vont vous dire « Moi, je prends mon médicament après mon petit café matinal ou à midi après ma séance de sport ou au coucher. » En tout cas, ça aide les patients à ne pas oublier leur traitement. Et en fait, si on fait tout ça et qu'on suit les recommandations, ben ça va vite. C'est extrêmement simple et c'est plaisant pour le médecin parce qu'on voit que ça avance. Et donc, le patient voit que ça vous intéresse, il voit que vous savez ce que vous faites, il voit que vous êtes efficace. Et donc, de fait, il va être observant. Alors que si on le voit, on lui met un demi-comprimé, on le revoit 3 mois après, on n'est pas sûr, ben forcément, il sera beaucoup moins observant. Et puis, pour conclure mon topo, les 4 clés pour contrôler la pression artérielle. Je le dis encore une fois, c'est utiliser la mesure ambulatoire et ne pas oublier que la pression de consultation, c'est pour le screening et pas pour le diagnostic. Toujours penser à l'HTA secondaire et le noter dans le dossier.
optimiser rapidement le traitement et le revoir tous les mois. Et bien sûr, ne pas hésiter à demander un avis d'expert pour gérer les cas complexes. Donc, ce serait bien d'avoir des amis qui sont spécialisés dans l'hypertension artérielle en cas de pépin. Et je vous remercie pour votre attention. Bonsoir tout le monde. Merci Rim pour ta belle présentation. Donc, tu as survolé en long et en large l'hypertension artérielle. Et ta présentation était destinée pour un public très large, pas seulement les cardiologues, mais généralistes et toutes spécialités confondues. On te remercie. Et je remercie, avant de laisser la parole à l'audience, le laboratoire Polymédic pour leur soutien dans la formation continue. Alors maintenant, si vous avez des questions à poser, donc soit vous prenez la parole, soit vous laissez un message sur le chat et je pourrai le lire, il n'y a pas de problème. Alors, excuse-moi, Oustad Arous, j'ai une question que j'ai reçue tout à l'heure qui dit, s'il vous plaît, recommandations pendant le mois de Ramadan pour les hypertendus. Donc, c'est une question très intéressante, je me permets d'y répondre. Déjà, pour les patients hypertendus, il n'y a pas un grand changement pour le mois de Ramadan. En général, ils sont autorisés de jeûner, pas comme les diabétiques, sauf bien sûr en cas si c'est des sujets âgés, des femmes enceintes. Dans ce cas-là, c'est les mêmes recommandations que chez la population générale s'appliquent. Et il faut insister encore plus sur les règles hygiéno-diététiques. Donc, un régime peu sodé, boire beaucoup d'eau, éviter les viandes rouges, le sucre, etc. Il faut vraiment insister encore plus, de manière plus assidue sur les règles hygiéno-diététiques. Et concernant la prise médicamenteuse, bien sûr, il faut changer les horaires. Si par exemple, le patient avait l'habitude de prendre son traitement antihypertenseur au moment du petit déjeuner, dans ce cas-là, il va le prendre au moment du sport. Ou s'il le prenait au dîner, il va toujours le garder au moment du dîner ou au moment du sport. Donc, c'est vraiment le patient, c'est encore une fois le patient qui choisit le moment de la prise du traitement. Mais voilà, grosso modo, c'est ça. Très bien. Et comment évoluent les chiffres tensionnels au cours du mois de Ramadan? En général, donc il y avait une étude justement, une étude de 2014, je pense, qui était faite par professeur Charibi, qui avait montré qu'au cours du mois de Ramadan, il y avait une augmentation des chiffres tensionnels et justement qu'il y avait un mauvais contrôle tensionnel, peut-être parce qu'il y avait ce manque de sensibilisation par rapport à ça. Très bien, très bien. Il y a une autre question pour les diurétiques. Est-ce qu'on laisse aux patients le choix de choisir le moment de la prise? On n'entend rien, Aline? Excusez-moi. Donc, en général, quel que soit le traitement, c'est le patient qui choisit. Parce qu'il y a il y a des études qui ont prouvé que quand c'est le patient qui détermine l'heure de la prise, il y a une meilleure adhérence thérapeutique. Donc, quel que soit le traitement, en général, c'est lui qui choisit. Très bien. Donc, il y a une autre question de Dr Hayar. Pardon, excuse-moi, Salim. Oui, madame. Pour revenir un petit peu sur le choix de la thérapeutique, c'est vrai que c'est mieux que le patient choisisse le moment, mais il faut leur expliquer. Par exemple, les diurétiques, il faut leur expliquer qu'il y a donc il va faire pipi le soir, c'est pas la même chose que s'il le prend le matin. Parce qu'il y a des notions que le patient ne connaisse pas, donc il faut vraiment leur expliquer. Il y a un deuxième élément à Rim, c'est concernant effectivement la MAPA. Parce que des fois, effectivement, quand on voit qu'au niveau de la MAPA, il y a plus des chiffres tensionnels qui sont le matin élevés, donc on leur demande effectivement de prendre leur prise de la tension artérielle le soir pour mieux couvrir la matinée. Donc, certes, le patient, quand il choisit, il va mieux le gérer, mais il faut quand même qu'il y ait des explications de la part du médecin. Tout à fait. Tout à fait. Il faut toujours qu'il y ait cette interaction médecin-malade qui est vraiment, il faut instaurer une relation de confiance et vraiment, c'est vrai qu'on laisse le patient choisir, mais on peut le guider. Évidemment, on peut le guider en lui expliquant encore une fois. Très bien, oui. Et je pense spécialement pour les diurétiques, il faut privilégier la prise matinale, je pense. Oui. Généralement, les hypertendus sont des sujets âgés. Si on donne les diurétiques le soir, donc ça va le réveiller plusieurs fois la nuit. Et donc, de préférence, laisser le diurétique le matin et laisser le patient tranquille la nuit. Comme ça, il n'y aura pas beaucoup de réveil la nuit. Oui, tout à fait. Concernant, il y a une autre question. Donc, concernant l'HTA grade 3,
en traitement de première intention, est-ce qu'on peut démarrer d'emblée une trithérapie ou faut respecter l'algorithme en commençant d'abord par la bithérapie? Normalement c'est la bithérapie. C'est comme c'est dans les recommandations. La seule différence entre l'HTA grade 3 et les autres HTA, c'est que l'HTA grade 3, dès qu'on a la mesure au cabinet, on traite d'emblée. On n'attend pas de confirmer par l'automesure. D'autant plus si on a une maladie cardiovasculaire associée, on traite d'emblée et on commence par une bithérapie à dose minimale et on augmente progressivement. C'est vrai que des fois, on a ce flair pour distinguer l'HTA blouse blanche par rapport à une vraie hypertension artérielle. Et généralement, quand on a une fréquence cardiaque très élevée, un sujet qui est jeune, avec une tension artérielle qui est aussi élevée, à ce moment-là, il faut suspecter une HTA blouse blanche, même en cas d'HTA grade 3. Mais généralement, pour un sujet qui a plus de 60 ans, HTA grade 3, généralement, c'est une vraie hypertension artérielle et c'est là qu'il faut traiter. Surtout, c'est les accompagné de signes neurosensoriels. Mais c'est vrai que oui. Pardon, excuse. Je disais aussi que c'est vrai qu'avant, on préférait donner un seul traitement à forte dose, mais maintenant, il serait préférable de démarrer par une bithérapie à dose modérée en augmentant progressivement la dose. Oui, Rim, tu voulais dire quelque chose? Tout à fait. Je voulais juste en fait ouvrir une petite parenthèse par rapport justement à l'HTA sévère. Déjà, si on a une HTA sévère au cabinet, le premier réflexe, c'est pas de traiter, mais c'est vraiment d'éliminer une urgence hypertensive. C'est vraiment, on avait insisté dessus, c'est éliminer une atteinte des organes cibles, notamment le cœur, le cerveau, le rein et les yeux. Il faut vraiment s'acharner à éliminer une urgence hypertensive. Une fois qu'on a éliminé l'urgence hypertensive, on est devant un pic hypertensif isolé et donc une HTA grade 3. Et là, les recommandations montrent l'intérêt d'une bithérapie d'emblée parce que si on commence par une trithérapie, déjà, on peut avoir plus d'effets secondaires, notamment plus d'hypotension associée. Et aussi, on ne va pas laisser beaucoup de marge au traitement qui va suivre. Donc, si on commence par une trithérapie d'emblée, il ne reste plus grand-chose à donner par la suite. Exactement. Merci, Rim. Excuse-moi, Salim. Pour une remarque, tu as très bien dit que l'urgence hypertensive, je veux bien que tu rappelles, l'urgence hypertensive, ce n'est pas sur les chiffres tensionnels, mais sur le retentissement des organes. Donc, ce n'est pas parce qu'on a 18 ou on a 20 ou 21 qu'on parlera d'urgence hypertensive. Vraiment, tu dois insister sur cet élément et qu'ils sachent effectivement que pour parler d'urgence hypertensive, il faut qu'il y ait une atteinte des organes cibles. Exactement. Oui. Donc vraiment, c'est ça. Juste donc, un petit rappel de l'urgence hypertensive, ce n'était pas le sujet, mais c'est très important, professeur Hebbel, vous avez raison. Donc l'urgence hypertensive correspond à un pic hypertensif, c'est-à-dire une pression artérielle supérieure à 180 et ou 110 mm de mercure de diastolique, avec une atteinte d'organe cible. Donc au niveau cardiaque, donc on peut avoir soit un infarctus du myocarde, soit un œdème aigu pulmonaire, soit une dissection aortique. D'accord, donc ça, c'est les urgences cardiaques. On peut avoir une atteinte ophtalmologique, et donc c'est la rétinopathie hypertensive stade 2 ou 3 au fond d'œil qu'on a vu tout à l'heure avec la classification de Kirkendall. On peut avoir une atteinte rénale, notamment une insuffisance rénale aiguë ou une néphroangiosclérose maligne. Et enfin, on peut avoir une atteinte donc cérébrale qui peut être un AVC ischémique, un AVC hémorragique, une encéphalopathie hypertensive et même une éclampsie chez la femme enceinte. Donc ça, c'est vraiment les urgences hypertensives qu'il faut éliminer à l'examen clinique, voire aux examens complémentaires. D'accord, merci Hélène. Toujours dans le même sens, il y a une autre question de Nadia qui dit si avec son expérience, donc il y a plusieurs patients qui répondent à la monothérapie en cas d'HTA de grade 3, pourquoi donner la bithérapie? Généralement, moi, j'ai une petite réponse, mais c'est vrai que quand on donne un seul traitement, on agit sur un seul système ou un seul mécanisme physiopathologique. Mais quand on donne deux traitements, on est sûr d'agir sur deux mécanismes différents et d'être plus efficace. C'est pour ça que les recommandations parlent de démarrer une bithérapie au lieu d'une monothérapie en cas d'hypertension artérielle sévère ou déjà plus de 16, on peut démarrer une bithérapie. Exactement. Tu voulais dire quelque chose, Rim? Non, c'était pareil, que c'était la même chose que vous. Donc, c'est plus efficace. En fait, les recommandations se sont rendues compte qu'on gagnait du temps à instaurer une bithérapie d'emblée. Parce que c'est vrai que parfois, on a des patients qui sont facilement équilibrés sous monothérapie, mais ce n'est pas toujours le cas. C'est pour ça qu'on a gardé la monothérapie d'emblée pour les HTA grade 1 et qui sont à faible risque ou à risque modéré. Parce que vraiment, on s'est rendu compte avec les études, c'est vraiment de larges études quand même sur des centaines de milliers de patients qui ont montré qu'on gagnait du temps avec la bithérapie d'emblée et
d'améliorer la protection cardiovasculaire. Et comme a dit le professeur Arous, c'est des médicaments qui sont synergiques. Par exemple, si vous associez un inhibiteur du système rénine-angiotensine avec une amlodipine, l'amlodipine, en général, elle peut donner des œdèmes chez les patients. On a souvent des patients qui sont sous amlodipine qui se plaignent d'œdèmes. Et bien, si on associe avec les inhibiteurs du SRA, ben, ça va justement inhiber ces œdèmes. Donc, c'est vraiment un effet synergique. Il y a Patrick qui a posé une question, mais je préfère que tu prennes la parole, Patrick, pour expliquer ta question. Patrick, tu m'entends? Donc, il parle d'une classification du niveau de pression artérielle. Donc, il a dit que vous avez au début parlé d'une classification grade 1, 2 et 3, et ensuite grade 1 et 2. Dans le même ordre, doit-on parler de stade ou de grade? Je pense. Oui, Ousted. Oui, bonsoir. Oui, excusez-moi, j'avais un problème avec mon micro. Je voudrais savoir, parce que j'ai suivi Dr Rim, tout en vous remerciant pour l'exposé. Vous avez parlé d'une classification au début qui parlait de classe 1, 2 et 3, selon le chiffre tensionnel, selon le niveau de pression artérielle. Et par la suite, il y a un autre tableau qui a parlé de grade 1 et de grade 2, où dans les grades 2, on résumait pratiquement donc, on faisait la fusion entre le grade 2 et les grades 3. On parlait de la tension artérielle supérieure à 160 et supérieure à 110. Alors, quelle classification doit-on retenir entre les deux? Celui de grade 1 et 2, 3 ou celui de 2 grades? Attends, je vais essayer de repartager ma présentation. Alors, je vais voir. Alors, je pense que le premier tableau, c'est celui qui classifie la pression artérielle selon les chiffres, qui se base uniquement sur les chiffres, qui parle d'oxygène, normal, etc. Et celui d'après. C'est le stade d'évolution de la maladie. Est-ce qu'il y a une atteinte d'organes cibles? C'est ça, voilà. C'est ce que je suis en train de voir, parce que je n'ai pas l'impression qu'il y ait juste un grade 1 et 2. Alors, après. Alors, je pense que tu parles de ce tableau-là. Je vais essayer de partager. D'écran. Tu passes de ce tableau-là, c'est ça? Oui, je pense que c'est ce tableau-là, oui, où vous parlez de grade 2 et de grade 1. Alors, au début, en fait, ça, c'est les recommandations de l'ESC, donc qui parlent au début, c'était la définition selon le grade, selon uniquement les chiffres tensionnels. Ensuite, ça, c'est la recommandation de l'ESC qui associe les chiffres tensionnels avec le risque cardiovasculaire. Donc, c'est des stades, en fait. C'est des stades selon l'association. Par exemple, le stade 3, c'est la maladie établie, qui est toujours à risque haut, quels que soient les chiffres. Donc, ce n'est pas vraiment une classification basée sur les chiffres. Et le tableau d'après, c'est les recommandations qui sont simplifiées de 2020. C'est toujours la même chose. En fait, ici, ce n'est pas classifié. C'est juste, ça associe le nombre de facteurs de risque. C'est à peu près la même chose. C'est juste qu'au lieu de stadifier stade 1, stade 2, stade 3, c'est les chiffres tensionnels avec le nombre de facteurs de risque. Donc, ça veut dire la même chose. Oui. Ça veut dire la même chose, c'est juste plus simplifié, c'est 3 colonnes au lieu de 6 colonnes. Enfin, voilà. C'est la même chose. D'accord. Et après, on a le risque cardiovasculaire qu'on évalue selon le score qu'on utilise généralement. Oui. Et profitant de l'occasion, je voulais insister, docteur Rim a parlé de tout, mais je voulais aussi insister sur les consultations d'information et d'annonce de l'hypertension. Lorsqu'on diagnostique l'hypertension et qu'on veut débuter un traitement, je pense qu'il est mieux d'organiser une consultation où on informe le malade sur sa maladie, les conséquences et les moyens médicamenteux, ainsi que les objectifs du traitement. Comme ça, on peut pousser le malade à avoir une observance du traitement. Tout à fait. On a insisté dessus, on avait justement parlé de ça. La deuxième consultation, en général, après avoir donné l'attention à prendre en ambulatoire, c'est la consultation en confirmatoire. Et c'est là qu'on va annoncer au patient et donc avoir une interactivité avec lui. On va lui expliquer sa pathologie, expliquer l'intérêt du traitement, des mesures hygiéno-diététiques. Donc, c'est vraiment très important. Tu as raison de le souligner. Merci beaucoup. Okay. Il y a une question de Khalmouji Hamza qui demande après combien de temps on doit évaluer l'efficacité ou non d'un traitement antihypertenseur après l'avoir instauré, surtout quand les objectifs tensionnels ne sont pas atteints.
Donc, on l'a dit dans la dernière plaque, en fait, il faut vraiment, après avoir instauré le traitement, il faut voir le patient tous les mois. Ça, c'est vraiment important. Il faut le voir tous les mois jusqu'à avoir obtenu un contrôle de la tension artérielle. C'est pas toujours évident pour les cardiologues. C'est pour ça que nos amis généralistes nous aident souvent. Donc, si on a des rendez-vous éloignés ou autres, le patient pourra aller voir son médecin traitant. Donnez-moi, je ne sais pas comment poser ma question, mais je voudrais... Excusez-moi, donc S'il vous plaît. pardon. Donc c'était ça, c'est tous les mois. Et si jamais les objectifs ne sont pas atteints, donc on parle d'objectifs non atteints à 6 mois. C'est à partir de 6 mois qu'on parle d'objectifs non atteints. Et dans ce cas-là, comme j'avais dit, il faut vraiment chercher pourquoi c'est pas atteint. Est-ce qu'il y a une mauvaise adhérence? Est-ce que le patient ne prend pas ses traitements? Essayer d'améliorer l'adhérence, essayer d'optimiser le traitement, mettre des diurétiques-like, des thiazidiques-like au lieu de thiazidiques. Bref, toute la démarche dont on a parlé, les piluliers, bref, tout ça. Et le revoir toujours un mois après. C'est toujours un mois. Si c'est pas contrôlé, c'est un mois. Et quand ce sera contrôlé, on pourra espacer les consultations de 3 à 12 mois selon les comorbidités et le risque cardiovasculaire du patient. Donc, j'espère que j'ai répondu à ta question. D'accord. Normalement, il faut se demander après une fois on donne un traitement à un patient qui est hypertendu, après combien de temps on évalue sa tension artérielle pour voir si on atteint les objectifs ou pas. Donc, généralement, je pense que si on voit les recommandations, c'est 4 à 6 semaines pour voir l'efficacité vraiment du traitement ou pas. Et c'est là où on doit on doit ajouter ou augmenter les doses du traitement. Les recommandations européennes disent 4 à 6 semaines et les recommandations internationales de 2020 disent 1 mois. Donc, c'est à peu près la même chose. D'accord. Donc, il y a une autre question qui concerne, je pense, la prise unique, le one pill. Donc, pour la bithérapie non monodose, est-il possible, vu qu'au niveau des centres de santé, est-ce qu'elle est possible, vu qu'au niveau des centres de santé où il y a une population indigente, est-ce qu'on peut la donner, vu que les patients ne peuvent pas acheter un traitement qui est associé de médicaments? Bien sûr, il y a une grande différence entre les recommandations européennes et la réalité. Malheureusement, on sait tout ça. C'est pas juste au niveau des centres de santé, même des fois au CHU, on a des patients qui n'ont pas les moyens. Mais c'est possible. L'efficacité est la même. Quand le traitement est séparé, l'efficacité est la même. La différence réside dans l'observance thérapeutique. C'est toujours plus facile de prendre un seul comprimé que de prendre plusieurs comprimés parce que c'est vraiment contraignant pour les patients et ils oublient souvent des fois leurs médicaments et ils s'en mêlent les pinceaux, donc c'est plus compliqué. Mais après, si on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. C'est comme ça. Il faut toujours favoriser l'observance thérapeutique, c'est très important. S'il y a un traitement qui est disponible au niveau du centre de santé, on le donne et le patient il peut acheter le deuxième traitement à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Mais s'il n'y a aucun traitement au niveau du centre de santé, à ce moment-là, si on donne une bithérapie ou trithérapie en monodose, c'est-à-dire one pill, à ce moment-là, ça coûte beaucoup moins cher que de séparer les 3 prises médicamenteuses, les 3 traitements. C'est important de savoir, tous les traitements maintenant qui sont disponibles sont beaucoup moins chers. Et ça peut être un des éléments qui peut favoriser l'observance thérapeutique et la prise des médicaments par les patients. Donc, il y a une autre question de Nadia qui parle on reçoit des malades non suivis avec des chiffres élevés. Comment juger l'urgence et le retentissement? En fait, tu as dit tout à l'heure à propos de l'HTA, enfin, l'urgence hypertensive. Donc, en fait, c'est ce qu'elle veut dire. Si vous avez un patient qui vient pour la première fois, qui n'est pas connu hypertendu, qui vient et vous trouvez une tension à 120 mm de mercure, forcément, il faut d'abord éliminer l'urgence hypertensive. Et une fois après avoir éliminé l'atteinte des organes cibles, il faut respecter les recommandations pour l'HTA sévère. Donc, on est devant une HTA sévère. Les mêmes recommandations s'appliquent, à savoir bithérapie d'emblée et suivi rapproché. Je crois que la question qu'elle voulait dire, c'est que comment éliminer l'urgence hypertensive? Il faut d'abord la clinique. Vous allez voir, est-ce que le patient est dyspnéique? Est-ce qu'il a mal? Il faut voir effectivement, est-ce qu'il a des problèmes neurologiques? Est-ce qu'il a une diminution de l'acuité visuelle? Déjà clinique et à l'interrogatoire et à l'examen, on peut avoir une idée du retentissement. Donc, ce n'est pas sorcier. Quand il y a un retentissement, le patient il va le manifester. Voilà.
En fait, c'est très théorique, mais concrètement, ça prend exactement 5 minutes à éliminer. On a dit les atteintes cardiaques, c'est dissection aortique, OAP et IDM. Donc, on cherche la douleur, on cherche les crépitants, on cherche la douleur de la dissection aortique qui irradie vers les lombes avec une anisotension. L'atteinte ophtalmologique, ben, on a une baisse d'acuité visuelle. L'atteinte neurologique, on aura des signes de focalisation, des déficits, etc. Et l'atteinte rénale, on peut avoir une oligoanurie, etc. Donc, déjà, cliniquement, on est orienté. Après, si on n'a pas de réponse à l'examen clinique, on peut faire un ECG pour voir s'il n'y a pas d'infarctus ou une imagerie cérébrale, etc., en fonction du contexte. Donc, c'est vraiment très simple, ça prend 5 minutes. D'accord, il y a une question d'Esther qui parle en dehors d'une situation où l'HTA est d'emblée sévère, est-ce qu'il y a une nécessité de mise en route rapide du traitement? Dans les autres situations, quel délai entre la première consultation et la deuxième? Donc, est-ce qu'il y a une nécessité, déjà, si on n'a pas d'HTA supérieur à 18, est-ce qu'il y a une nécessité de démarrer d'emblée, rapidement un traitement? C'est-à-dire que lors de la première consultation au cabinet, on trouve une tension, une hypertension, mais inférieure à 18. Non, on ne commence pas de traitement. On commence par contre les règles hygiéno-diététiques. Les recommandations sont formelles. Il faut confirmer cet HTA par une mesure tensionnelle à domicile. Voilà. C'est à partir de ce moment-là qu'on pourra après commencer le traitement. Oui. Voilà. Et quel délai entre la première et la deuxième consultation? Pardon, excuse-moi. Chose importante aussi, Brigitte, c'est qu'il ne faut pas... maximum une semaine. Donc, il ne faut pas traîner un mois pour démarrer un traitement. Donc, il faut effectivement démarrer les mesures hygiéno-diététiques et, bien entendu, chercher ce qui n'est pas une cause. Mais dans la semaine, vous êtes décidé. Et comme a dit Oustad Arous, il y a la première et la deuxième consultation. Donc, commencez par le traitement hygiéno-diététique et en même temps, s'il y a des orientations, essayez de chercher s'il y a autre chose. Exactement. En fait, la deuxième consultation, c'est pour confirmer les chiffres. Donc, en général, c'est une semaine. Si on respecte les recommandations d'automesure françaises qui recommandent 2 mesures le matin, 2 mesures le soir pendant une semaine, ben, ça sera après une semaine. Oui. Et à ce moment-là, une fois on a le diagnostic, il faut se référer à ce moment-là au risque cardiovasculaire. Il faut évaluer le risque cardiovasculaire pour voir s'il faut démarrer d'emblée un traitement ou des mesures hygiéno-diététiques. À ce moment-là qu'on décide. Et il y a le tableau Camirim, il est clair, donc c'est le tableau des recommandations. Et à ce moment-là, on sait s'il faut démarrer un traitement ou les mesures hygiéno-diététiques. Tout à fait. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense que Dr Charfo vient de poser une question. Qui pose la question. Il y a une question de Charfo, si tu peux prendre la parole. Donc, Dr Charfo dit « On sait l'impact délétère d'une variabilité tensionnelle pathologique, particulièrement sur l'atteinte d'organes cibles. J'aimerais savoir s'il y a une conduite thérapeutique spécifique pour ce genre de patient ou faut-il tout simplement optimiser le traitement ?» Alors, oui, variabilité pathologique. S'il peut prendre la parole, il explique. Je suis désolée, je n'ai pas compris ta question, Charfo. Bonsoir. Merci pour la présentation. Bonsoir Oustad. En fait, c'est par rapport à la variabilité tensionnelle. On sait qu'en cas d'hypertension artérielle, ces patients présentent une modification de leur variabilité tensionnelle. Il y en a par exemple qui ont une tension qui est plus élevée la nuit que la journée. Et c'est pour ce genre de patients. Et on sait aussi l'impact que cette modification donc, de la variabilité peut avoir sur le pronostic global, des risques cardiovasculaires globaux, notamment l'atteinte d'organes cibles. Donc, j'aimerais savoir si on fait par exemple le MAPA chez ces patients et qu'on trouve cette variabilité tensionnelle. Est-ce qu'il y a les recommandations prévues, une prise en charge spécifique, par exemple une modification thérapeutique spécifique, ou bien il faut juste optimiser leur traitement? C'est une très bonne question, Charfo. En fait, tu passes de la variabilité nictémérale. Juste pour rappel, quand on fait la MAPA, on voit les heures
auquel le patient fait son hypertension. Et déjà, on voit si le patient fait une HTA nocturne. En général, les patients qui font l'HTA nocturne sont les patients qui ont des syndromes d'apnée du sommeil, les diabétiques, les insuffisants rénaux chroniques. Donc, c'est ces patients qui sont plus pourvoyeurs d'HTA nocturne. Et on évalue aussi le profil, le dipping. Est-ce que c'est une HTA deeper ou non deeper? Donc, le dipping correspond à la variabilité entre entre la tension matinale et nocturne qui normalement devrait être supérieure à 10%. Donc, il devrait exister une variabilité. Forcément, quand on bouge le matin, quand on est actif, on est censé avoir des chiffres plus hauts que lorsqu'on dort et qu'on ne fait rien du tout. Et si jamais le profil n'est pas deeper et donc la variation inférieure à 10%, en général, c'est un mauvais pronostic cardiovasculaire. Donc, c'est un élément en plus pour appuyer le fait qu'il faut traiter le malade parce que c'est un mauvais pronostic cardiovasculaire. Et l'implication en termes thérapeutiques, c'est comme a dit le professeur Arous, c'est ça, et Madame Hebbal, ils ont dit la même chose. C'est quand on a une HTA nocturne, ben, on va préférentiellement donner un traitement la nuit plutôt que le matin. Donc voilà, j'espère que je réponds à ta question. Merci beaucoup. Donc, je pense qu'on a une dernière question, enfin, l'avant-dernière question de Samy. Donc, il parle d'un patient qui se présente pour un infarctus du myocarde à la phase aiguë, non connu hypertendu et qui garde des chiffres tensionnels élevés sous IEC. Est-ce qu'on passe à la dose maximale ou une bithérapie? Et si oui, laquelle? On a vu tout à l'heure dans les cas particuliers que chez les coronariens, donc quelle que soit la coronaropathie, donc indépendamment du traitement anti-ischémique qui comprend donc inhibiteur du système rénine-angiotensin, enfin IEC, bêta-bloquant, etc. Donc il faut commencer pour l'HTA pour une bithérapie d'emblée avec IEC bêta-bloquant. Et si jamais il n'est pas équilibré sous IEC bêta-bloquant, on peut rajouter un inhibiteur calcique. Mais la bithérapie préférentielle chez ces patients, c'est IEC bêta-bloquant. Oui, exactement. Et pour le limiteur classique, vaut mieux le donner après la revascularisation. Oui, tout à fait. Vaut mieux le donner après la revascularisation parce que ça peut accélérer le rythme cardiaque et aggraver l'ischémie. Donc, après revascularisation, on peut donner le limiteur classique. Donc, il y a une dernière question, je pense, Madame Bell, avant de finir. Comment prendre en charge les patients hypertendus avec une insuffisance rénale sévère ou prédialyse, puisqu'il y a un risque d'augmentation du taux de créatinine et augmentation du potassium en cas de la prise d'IUC ou d'ARA2? Alors, en général, chez les patients insuffisants rénaux chroniques, au contraire, il faut donner les inhibiteurs du système rénine-angiotensine parce qu'ils sont néphroprotecteurs. Plusieurs études donc, ont prouvé ça. Au contraire, il faut les donner quand c'est chronique. Le moment auquel on hésite à donner, c'est quand on a une insuffisance rénale qui est aiguë et on a peur qu'il y ait une sténose bilatérale des artères rénales. Donc, en général, on a un petit peu peur, mais on peut donner quand même, d'accord, même en cas de sténose bilatérale, on peut donner avec prudence. Mais sinon, il faut, dans tous les cas, on donne les IEC, les ARA2 pour les insuffisants rénaux, avec un monitorage toujours donc de la fonction rénale et du potassium, c'est systématique. Et ce sera juste un délai plus rapproché que chez les patients qui n'ont pas d'insuffisance rénale. Exactement. Et surtout, si le patient est dialysé, ça ne pose pas de problème. Parce que la question aussi, c'est en dialyse. En prédialyse. Elle a dit insuffisance rénale chronique ou prédialyse. Il n'y a aucun souci à donner. Au contraire, allez-y, sans problème, ça protège le rein. En plus de la protection cardiovasculaire, il y a vraiment une néphroprotection qui a été mise en évidence par plusieurs études. Exactement. Même les patients dialysés, comme a dit Mabel, il faut rester en contact avec le néphrologue parce qu'il y a des médicaments, surtout il y a beaucoup de patients qui gardent des chiffres tensionnels élevés. Et le néphrologue, on peut discuter avec le néphrologue si la molécule qu'on donne, est-ce qu'elle est dialysable ou pas. Parce qu'on sait que, par exemple, l'amlodipine, elle peut ne pas être efficace. Et si on donne, par exemple, le Loxène, ça peut être efficace chez certains patients qui gardent des chiffres tensionnels élevés. Donc, il faut toujours rester en contact avec le néphrologue pour adapter le traitement. Mais comme tu as dit, en prédialyse, il y a toujours une indication à l'IEC et à l'ARA2, mais avec monitorage de la kaliémie, bien sûr. Bon, je crois que ça commence à faire tard. Tout le monde est fatigué. Mais en tout cas, bravo Rim. Merci beaucoup les laboratoires polymédiques pour le soutien. Merci à toute l'audience qui était présente et avec des questions pertinentes et intéressantes.
Donc, je crois qu'il est temps maintenant de nous dire au revoir et à demain. Merci, madame. S'il y a autre chose. Ok. Mouna, tu veux dire un petit mot avant de nous quitter? Laboratoire polymédique. Oui, je voudrais juste remercier Dr Ben Malek pour sa présentation. On a appris énormément de choses. Je pense que les autres médecins témoignent de la même chose. Je voudrais souligner sur le fait que Polymédic soutient la formation médicale continue. Ce n'est qu'un début de collaboration pour beaucoup d'années, Inch'Allah. Voilà. Donc, bonne soirée à tous et à très bientôt. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci Salim, qui est le président de la CIR. Donc, merci Rim et merci à tout le monde. Et à demain. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Merci.